Bonjour et bienvenue dans Idéil, un magazine géographique consacré aux initiatives et au développement dans les îles du Ponant. Pour cette première édition, nous avons décidé de nous rendre à Edic. Edic est l'une des 15 îles du Ponant. Elle fait partie du département du Morbihan. Elle est située dans la mer du Morbraz, à l'est des îles de Belle-Île-en-Mer et Watt. Il faut environ 1 heure pour s'y rendre de Quiberon, après une escale à Watt, l'île voisine. Parmi les îles du Ponant, c'est l'une des plus éloignées du continent, mais également l'une des plus petites, avec une superficie d'un peu plus de 2 km². On y recense aujourd'hui 121 habitants. C'est l'île la moins peuplée des îles du Ponant. Pourtant, depuis 15 ans, selon l'INSEE, la population se maintient, grâce notamment à l'installation de nouveaux habitants. Alors, quelles sont les activités que développent ces habitants? Comment ces activités s'adaptent-elles et valorisent-elles le territoire? Quelles sont les possibilités et les contraintes du développement d'Edic? Ce sont les questions que nous sommes allés poser avec Louis Brigand, qui dirige le programme de recherche Idéil. Pour commencer ce carnet de terrain, nous avons voulu retracer les évolutions historiques et géographiques du territoire d'Edic afin de comprendre ses caractéristiques actuelles. Pour cela, nous sommes allés rencontrer Pierre Butin, président de l'association Melvan, qui a pour objectif l'étude et la promotion du patrimoine historique, naturel et social des îles de Watt et Edic. Alors merci de nous mettre à disposition ce fonds et justement on va profiter de documents dont certains là sont extrêmement intéressants, de ces documents pour commenter l'histoire très rapidement de l'île à partir des années 1930 jusqu'à aujourd'hui à partir de 5 photographies aériennes verticales. Comment l'île était en 1932 ? Alors cette photo effectivement c'est la photo la plus ancienne aérienne. Ce qui est très intéressant dans cette photo, c'est de voir en fait une île qui est encore dans une structure traditionnelle avec tout son parcellaire agricole. Et on peut voir ici sur le côté le port. Donc c'était les 2 grandes activités en fait qu'il y avait sur cette île. C'était d'une part l'agriculture qui était dans une large mesure l'affaire des femmes et la pêche qui était l'affaire des hommes. Il y a combien d'habitants à l'époque là sur l'île ? Alors, Edic a connu un pic de population, je crois que c'est en 22, il y a dû avoir 420 habitants, ce qui pour 200 hectares était une population extrêmement importante. Une chose est sûre, c'est que ça a engendré une crise économique et que ces années 32 ont été en fait des années relativement difficiles pour l'île. Donc on va passer après en 66, alors là en revanche on voit des changements quand même. En 66, en fait, c'est un petit peu la fin de cette vie traditionnelle sur l'île. Savoir que l'électricité est arrivée en 63. Donc on voit bien qu'en 66, il n'y a plus de culture de pommes de terre. Il y a encore un petit peu de foin. Il y a encore des vaches. Les dernières vaches en 72. Alors, on arrive à 2003, là, une très belle photo ici là, de l'hygiène en couleur. Alors, il y a beaucoup de changements. Il y a quelque chose, je dirais, dans une photo aérienne qui tout de suite frappe l'œil. C'est le lagunage. Et avec la densification du village, toutes les maisons ont été rachetées en fait par des résidences secondaires. Il y a quasiment plus de ruines en 2003. Il y a, je vous ai dit, à peu près 200-220 maisons. L'été, il y a un afflux très important de gens. Il faut faire un traitement sanitaire, si vous voulez, de tout ça. Puis autrement, ce qui est quand même très frappant sur le paysage par ailleurs, c'est que toutes les zones, et on le voit ici en particulier l'ancien mur de parcellaire, à l'intérieur, c'est des friches. Dans les changements majeurs aussi, il faut quand même souligner la création du port. Bien sûr. Ce qui va ouvrir finalement l'île sur le continent. Hein. Alors effectivement, l'île était avec un seul port auparavant, qui était le port sud, et le bateau arrivait de Quiberon, donc par le nord, à une petite cale qui quasiment n'existe plus ici. Donc révolution littéralement en 72, construction d'un port en eau profonde, on peut dire, et qui est en quelque sorte une autoroute sur le continent. Donc un flux, une facilité d'accès qui n'existait pas auparavant.
Voilà, puis peut-être pour terminer, on peut noter qu'il y a le sentier littoral qui traduit aussi le passage des excursionnistes, des visiteurs, Voilà. parce que ce qui a changé finalement C'est entre une les très bonne années observation. 50 et aujourd'hui, Ouais. c'est aussi la venue de visiteurs, Voilà. et ça se lit bien sûr dans le paysage. Et pour compléter cet échange, nous pouvons regarder quelques extraits de l'entretien que nous avons mené avec Marc Alanic, qui est l'ancien maire et un ancien marin-pêcheur de l'île. Marc est le jeune doyen de l'île. Il nous a reçus dans les locaux du club nautique d'Edic, situé dans le fort. Il nous raconte ici comment vivaient les édiqués avant l'arrivée de l'électricité et comment le territoire a évolué lorsque ce mode de vie a disparu. Il n'y avait pas de courant, il fallait manger l'hiver. À chaque famille avait des vaches d'abord, du laitage, faisait du beurre, du fromage, non, très peu. Élevait un cochon avec le lait, des pommes de terre, donc ça c'était salé pour manger l'hiver, plus un charnier de vieilles que les pêcheurs allaient pêcher à la ligne au mois d'octobre. Donc là, vous aviez vos petites parcelles, là, tous. Oui, Hein oui. Et aujourd'hui, alors comment ça se passe Ça s'est passé avant moi. Tous les terrains sont devenus communaux. Et c'est une très belle chose. Parce que qu'est-ce que les gens auraient fait avec un bout de terrain qui fait 100 mètres de long sur 2 mètres de large? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Faire un chemin de fer. Donc le maire de l'époque, c'est Dalcime Blanchet, et le curé, qu'on fait une démarche pour que tous les terrains deviennent communaux. Et c'est une très bonne chose. C'est la particularité d'Edic d'avoir choisi en 1965 de transformer toutes les parcelles non bâties en propriété communale. Certaines zones sont aujourd'hui la propriété du Conservatoire du littoral. Alors, quelles conséquences cette particularité du territoire peut avoir sur les initiatives et le développement de l'île? C'est la question que nous sommes allés poser à Jean-Luc Chiffolo, maire d'Edic. Alors nous sommes maintenant avec Jean-Luc Chiffolo, qui est le maire de l'île d'Edic. Alors bonjour. Oui, bonjour. Alors nous sommes au sémaphore d'Edic. C'est un lieu qui appartient donc à la commune. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lieu, mais également des autres possessions de la commune? Oui, alors là, on est devant un bâtiment emblématique de l'île. Le sémaphore, c'était la vigie de l'île. Ce qui est dommage, c'est que ce bâtiment, depuis de nombreuses années, est inhabité. Appartient à la commune, mais n'a pas trouvé d'occupation pour l'instant. Et les problèmes budgétaires sont toujours un problème pour la rénovation de ce genre de bâtiment. Donc c'est l'une des particularités d'Edic de disposer d'un important patrimoine foncier qui appartient à la commune. Oui. En quoi est-ce un moyen, un levier pour permettre de soutenir l'entrepreneuriat et les activités économiques? C'est très important. Alors c'est peut-être un de nos seuls atouts, mais qui est un atout fondamental. La commune possède des bâtiments qui actuellement n'ont pas vocation à être utilisés, mais peuvent être rénovés, ce qui est quand même un atout pour nous parce que ça fait des coûts moindres au niveau des investissements. Et il y a aussi la possibilité de construire des logements dits sociaux de façon à faciliter l'implantation de nouvelles familles sur les îles. Le développement économique d'une île passe déjà par la création d'emplois, mais aussi par l'hébergement de ces familles. Et à Edic, pour l'instant, il n'y a pas de logement disponible. Donc c'est quand même un handicap, mais en même temps, on a un atout, c'est qu'on a toute possibilité pour pouvoir agir. Et c'est ce qui va se passer dans les années à venir. Et alors justement, quelles activités est-ce que vous aimeriez voir se développer sur Edic? Quelles possibilités est-ce qu'il y aurait? Alors, il y a beaucoup d'atouts. Hein. Les gens ne sont pas trop au courant de ce qu'on peut faire. L'île est toujours vécue comme un endroit un peu paradisiaque où on passe des vacances. En réalité, c'est un endroit où on peut travailler, à condition effectivement d'avoir un savoir-faire qui correspond à des besoins. Ici, sur les îles, il y en a plusieurs. Il y a tout ce qui touche au bâtiment, puisqu'il n'y a pas d'entreprise sur l'île pour l'instant, ou très peu. Il y a 2 artisans. Mais on parle de programmes d'investissement, de rénovation, de construction. Tous les artisans qui travaillent sur l'île viennent du continent et restent toute la semaine et repartent le week-end. Il y a aussi toute une partie d'activités liées au port. Hein. On a un port maintenant qui est pris en charge par le département, avec des pontons, donc, qui reçoit beaucoup de bateaux. Mais il n'y a aucune activité créée pour répondre aux besoins des plaisanciers.
donc entretien de bateaux, carénage, accastillage. Il y aurait des possibilités, d'autant que l'île de Watt à côté a le même problème que Edic et est demandeur de ce genre de travailleurs. Et puis là j'ai appris ce matin que peut-être notre ami Sam envisageait de se relancer dans l'agriculture, puisqu'il y a eu toujours un projet de créer une ferme ici sur l'île. Alors c'est d'autant plus intéressant, il m'en a parlé ce matin, c'est étonnant, peut-être grâce à votre venue aussi, ça crée des vocations, ce qui est très important, c'est que je sais que l'AIP qui s'occupe des îles du Ponant veut créer un label fabriqué sur les îles, et lui il est prêt à créer des produits, déjà nous on achète du mouton qui est élevé sur l'île, mais il pourrait y avoir d'autres produits annexes faits et l'île d'Edic pourrait avoir une spécificité par rapport à certaines choses, ce qui est fondamental pour le développement et touristique, qui est important pour faire vivre l'île, mais aussi le développement économique général. Allez, il en faut une qui passe. Ouais, c'est ça quoi. Doucement, Vlad. Si l'espace est une ressource pour la vie insulaire, c'est aussi une charge pour la commune d'entretenir ces terrains. Il y a 12 ans, l'élevage a été réintroduit sur l'île afin d'éviter l'enfrichement. Cette initiative nous est présentée par Émilie Moisdon, garde du Conservatoire du Littoral, et par Samuel Cargal, arrivé sur l'île il y a 26 ans comme plongeur au restaurant chez Jean-Paul. Il est ensuite devenu le chef cuisinier de ce restaurant, mais il y a 15 ans, il a souhaité diversifier son activité. Je me suis dit, la saison touristique c'est bien, mais l'hiver sur les îles c'est quand même très calme, sur toutes les îles. C'est pas une période propice à la restauration. Donc là j'ai cherché à me diversifier. Et c'est là que j'ai rencontré les gens du Conservatoire du Littoral. Ça fait complètement partie du plan de gestion parce que au départ, donc c'était face à des champs qui se trouvent juste derrière le fort là, qui étaient complètement enfrichés suite à l'abandon de l'agriculture. Au début, c'était même pas, on savait pas si ça allait être lucratif. Ça s'est fait comme ça. On a lancé l'idée parce que la commune m'a aidé, le Conservatoire du Littoral m'a aidé et la fédération de chasse. Donc sous l'initiative à la fois des chasseurs qui avaient besoin de faire revenir des milieux ouverts pour le faisan et le garenne, et pour à la fois aussi des problèmes d'incendie. Donc on a voulu ouvrir ces milieux. Une fois que les clôtures ont été mises en place, on a choisi une race, la race des Landes de Bretagne, qui a su s'adapter très bien je dirais, au côté insulaire de l'île, hein, bien sûr, puisque elle est dehors toute l'année. En plus, dans ces parcs-là, j'ai de l'eau, donc j'ai tout ce qu'il faut pour être tranquille l'été. Et je les sors l'hiver, comme les parcs sont rendus à la fin de l'été, je les sors à l'automne. Et là, je commence à les faire bouger sur l'île avec une clôture mobile électrique, ce qui met le parc au repos ici et me permet d'entretenir le reste de l'île avec le troupeau. En 2003, après s'être formé, Samuel a débuté sa double activité avec une quinzaine de moutons. Aujourd'hui, le troupeau compte une 60aine de bêtes qu'il commercialise sur l'île. Voilà, ça donne un résultat à la viande qui est vraiment impeccable, quoi. Voilà, alors les carcasses sont beaucoup plus petites que de l'agneau conventionnel qu'on pourrait trouver sur le continent. Par contre, j'ai une traçabilité impeccable parce que je ne donne rien. Je ne traite pas. Je vermifuge pas, ils sont vraiment à l'herbe d'Edic. Comme il y a une viande de qualité, je tiens à la valoriser moi-même et puis peut-être dans l'avenir, pourquoi pas en devenir, ce serait peut-être de la transformer ici sur l'île, pourquoi pas, enfin après tout est permis. L'élevage représente un renouveau des activités primaires sur Edic, mais cette île se démarque par l'importance de ce type d'activité. En effet, il existe aujourd'hui 5 pêcheurs professionnels actifs sur l'île, ce qui est autant que sur l'île de Groix. Alors nous sommes maintenant avec Simon qui est pêcheur sur Edic. Alors Simon, bonjour. Bonjour. Alors depuis quand êtes-vous pêcheur sur Edic ? Ça fait 21 ans. Et quel métier pratiquez-vous ? On a des petits bateaux qui nous permettent d'être assez polyvalents et du fait de faire un peu de casier, un peu de filet, un peu de ligne. D'accord. Donc c'est une zone, on est sur une zone qui est très riche en ressources halieutiques, mais qui attire du coup beaucoup de pêcheurs différents. Comment vous pouvez vous démarquer, vous, en tant que pêcheur artisanal ? Nous démarquer déjà, c'est d'exploiter des secteurs qui sont vraiment accessibles qu'à nos unités. Du fait, il n'y a que nous qui y pêchons.
Et puis se démarquer différemment que ça, c'est un peu difficile parce que voilà, la mer appartient à tout le monde et sur cette base-là, il nous est difficile d'avoir une exclusivité sur notre zone, à part si on envisageait de voir les choses différemment. Alors comment on pourrait les voir différemment? Alors très anecdotiquement, moi je dis qu'on pourrait faire, en l'occurrence, entre nous on a un petit archipel d'îles là, de Belle-Île, Ouaté et Édic. On pourrait imaginer une ZEEI qui serait, qui par définition aurait pour but de nous protéger en tant que pêcheurs artisans insulaires et de surcroît, grâce à cette protection, on aurait une exclusivité sur la pêche produite entre les îles et du fait une valorisation à la vente et à l'achat du poisson. On est encore sur voilà, tout le monde pêche encore un peu, mais c'est vrai que dans les années à venir, il faudra y penser parce qu'on sent vraiment un déclin sur toutes les espèces. Et est-ce que finalement le fait d'être sur Édic, de travailler à partir d'une île, c'est un avantage pour vous les pêcheurs? Ah bah bien sûr que c'est un avantage. On est sur des bases avancées entre guillemets, hein. On est au milieu de l'océan. C'est ce qui justifie le fait de pouvoir avoir des petites unités, de pas avoir des consommations de gasoil outrancières. Tout est, d'une certaine façon, tout est presque bio là-dedans. Après les activités primaires, on se tourne vers un autre domaine d'activité, l'artisanat, avec le portrait de Joseph Bollit, artisan menuisier. Joseph a grandi sur l'île d'Édic, où son père était artisan dans le bâtiment. Il s'est ensuite formé dans la mécanique et la charpente navale, domaine dans lequel il travaillait avant de revenir à Édic. Alors moi, je fais un peu de tout, vraiment de tout, quoi. De la peinture, des volets, beaucoup de volets, des étagères, des aménagements divers et variés. C'est sûr que s'il y avait plus de corps de métier définis et qualifiés dans leur domaine, il aurait fallu que moi-même je me spécialise. Mais voilà, puis ça tombe bien parce que ça me permet de renouveler mon activité. Je trouve ça assez intéressant finalement de ne pas faire toujours les mêmes choses. Plusieurs Iliens nous ont dit que Joseph avait les mains en or. Il est notamment connu pour avoir réalisé les portes de l'église, mais aussi pour avoir été primé pour les plans d'un bateau à voile et aviron. Après, pour le petit bateau que j'ai fabriqué, je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait avec un ami qu'il faut citer, qui s'appelle Mathieu Lamotte, qui travaille dans un cabinet d'architecture navale, qui a dessiné en partie, en tout cas, le bateau qui mène à Édic, qui s'appelle le Melvent, qui est, on peut le dire quand même, une réussite. Donc, avec lui, on a répondu à un concours organisé par le Chasse-Marée, qui consistait à faire un bateau voile-aviron avec un cahier des charges bien défini. Et on a été primé pour le plan, voilà. C'était les Édiquais, ouais, et beaucoup de gens étaient assez contents de voir qu'une pièce comme celle-là pouvait sortir de la lande de cet atelier en tôle. Le voilà, il arrive, le petit bateau à voile et aviron. Le voilà, il arrive, gagner les nanas dans un grand salon. Alors ça n'a pas été sans peine pour moi. Ça a été un peu laborieux, effectivement, mais parce qu'ici, on est loin de tout et des fois, le moindre petit taquet et sa position peut devenir problématique. Et si t'as pas pris le bon taquet, t'as pas le chip qui va bien à côté pour comparer un modèle d'un autre. Si les Édiquais lui ont consacré une chanson, ici reprise par Marc Alanic, elle est normalement chantée par les Meul-Meul, le groupe de Lille dans lequel Joseph est saxophoniste. Ce groupe-là, ouais, permet quand même au moins de se réunir, d'avoir une petite activité, une gymnastique, voilà, pas de travail, mais de social, quoi. C'est bien de se retrouver sans forcément boire un verre. J'adore boire des verres avec mes potes, mais je trouve ça bien je trouve ça constructif, quoi. Mais ça fait à peu près 10 ans que je suis là. Depuis ce temps, s'il n'y avait pas eu la musique, la musique m'a permis de me dire, tu peux pas partir parce qu'il y a ça, quoi. Et ça, tu peux pas les laisser tomber, voilà, pour la musique. Donc, c'est déjà une bonne chose, quoi, je trouve. Dernière rencontre de cette émission, nous sommes allés échanger avec Hugo Bertrand.
est un nouvel entrepreneur qui s'est installé sur l'île il y a 3 ans. Il est le gérant du Café du Repos et de l'Hôtel des Cardinaux. Il représente donc un secteur d'activité très important pour l'île, le tourisme. Il nous raconte ici comment sa relation à l'île a évolué avec son installation comme entrepreneur. La première fois que j'ai mis les pieds sur l'île, c'était par hasard en 93. Je suis arrivé un soir, il faisait pas beau en plus, il faisait nuit, que j'avais jamais vu, rarement vu la mer. J'ai vu quand même, mais pas trop. Je suis des Ardennes au départ. Et je connaissais rien à ce qui se passait ici. Les casiers, les bateaux, la pêche, les gens, la façon de vivre sur une île. Et je suis vraiment tombé sur le charme, quoi. Et je me suis dit, c'est probablement là qu'il faut que je vive. Déjà à cet âge-là. Et alors je suis là de manière quasiment définitive depuis 3 ans. J'ai eu l'occasion de reprendre le Café du Repos, la gérance du Café du Repos, depuis 2012. Alors, donc pour en revenir à la première année, j'ai donc fait une saison ici. Et par tous les moyens, j'ai cherché à revenir ici, régulièrement, au moins une fois par an. Quelques années après, j'ai refait une saison à l'Hôtel des Cardinaux, donc, que je possède maintenant aussi, donc j'ai la gérance aussi. Le but de la manœuvre, le but premier, c'était pas d'avoir 2 business sur Edic. Je suis pas un homme d'affaires. Hein. Je suis pas moi, mon premier objectif, c'est de vivre à Edic. Le premier truc, c'est de vivre à Edic. Donc là, tu fais des travaux l'hiver, non? C'est ça que tu disais? Et notamment à l'hôtel, là, j'ai fait pas mal de choses. J'ai refait toutes les chambres cet hiver. Je me fais aider, hein. Je fais intervenir aussi quelques artisans, hein, mais j'organise tout. Donc finalement, tu travailles aussi l'hiver, quoi. Ah ouais, je suis très actif l'hiver. Je fais pas du tout le même métier, mais l'hiver, j'ai pas passé d'hiver encore à ne rien faire. Et j'aimerais bien que ça m'arrive. Peut-être cette année. Voilà. Comment ça se passe du coup l'intégration de passer de résident secondaire touriste à travailler sur l'île? Comment ça se passe dans le rapport? Alors il y a des points positifs et des points négatifs. Je dirais que... Mais ça, on m'avait prévenu. On m'a dit, attention Hugo, tu vas aller à Edic, tu vas vivre beaucoup de temps à Edic, tu ne seras plus en vacances, tu auras un commerce, donc tu ne vas plus voir les choses de la même façon. Et c'est vrai. Moi, j'y croyais plus ou moins, mais là, toute ma présence à Edic consiste à travailler. Pour synthétiser ces échanges sur les initiatives et le développement d'Edic, nous avons posé 3 questions identiques aux Iliens qui ont participé à cette émission. Voici leurs réponses. Alors donc la première question, c'est quelle activité pourrait être développée ou créée sur Edic aujourd'hui? Du télétravail avec une bonne connexion. Moi, j'ai pas une sensation de manque. À mon avis, c'est la culture, le maraîchage. En termes d'artisanat, je pense que je ne vais pas me faire venir trop de concurrence, mais je pense qu'il y a de la place pour d'autres artisans. Voilà. À l'époque, il y avait un gars qui voulait s'installer comme cultivateur. Et là, ça serait rentable. C'est assez compliqué, hein. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture. À l'heure actuelle, entre autres, là, on nous parle d'un parc éolien, pardon. Quelle est la principale difficulté, contrainte, problème d'Edic aujourd'hui? La contrainte, elle est liée surtout à notre patrimoine foncier, c'est-à-dire qu'on n'a pas de logement. C'est la démographie, quoi, le fait que ça se casse un peu la figure. Bah, je sais pas, les gens ont sans doute une crainte de l'insularité, de ces contraintes. L'école, le maintien de l'école. Une évolution inquiétante, ce serait que l'île soit très vivante l'été, à la saison touristique, et qu'on ait une clé et qu'on fermerait une porte imaginaire au port, et que l'hiver, il ne se passe plus rien sur l'île. Comment peut-on imaginer l'île dans 10 ans? Eh bien, du mieux qu'on peut le souhaiter. Comme aujourd'hui. Dans 10 ans, je pense pas qu'elle soit radicalement différente. En tout cas, je l'espère pas trop. En termes de coûts, les maisons coûtent ultra cher ici. Et les gens les plus fortunés en général, c'est pas les plus jeunes. Donc ça risque d'être pas très joyeux, je trouve. C'est pas que j'aime pas les vieux, mais... Si on nous donne des moyens sérieux de stabiliser des gens, dans 10 ans, l'île, elle vivra toujours.
Si ce n'est pas le cas, demain l'école ferme, s'il n'y a plus d'école, il n'y a plus de famille, s'il n'y a plus de famille, il n'y a plus de vie. Notre volonté, c'est de faire revenir des gens pour recréer une nouvelle génération qui va venir peupler l'île, avec des enfants, ça favorise l'école, les commerces, etc. Et surtout à terme, d'avoir une population qui correspond à une population moderne, c'est-à-dire plus jeune, plus dynamique. Et pour conclure ce carnet de terrain à Edic, Louis Brigand nous livre maintenant sa synthèse scientifique. Au terme de cette émission, et après avoir rencontré un certain nombre d'Iliens, on peut esquisser quelques commentaires. Tout le monde connaît bien l'adage « rien ne ressemble moins à une île qu'une autre île ». Eh bien, c'est tout particulièrement le cas de cette île d'Edic. Cette île, elle se rapproche de l'île de Watt par la taille, mais aussi des îles de l'Iroise, de Saint et de Molène. Ce sont des petites îles éloignées du continent, et ces deux paramètres font que l'isolement y est plus fort qu'une grande île, comme par exemple Belle-Île. Comme on l'a vu, cette île a beaucoup changé. Elle a changé dans ses paysages et le changement des paysages n'est que la traduction d'un changement de mode économique. Par le passé, on y travaillait la pêche et l'agriculture et puis au cours de ces 40 dernières années, c'est le tourisme qui s'est imposé comme activité principale. Pour autant, les activités traditionnelles demeurent et c'est, je crois, un point fort d'Edic. On a vu que de nouvelles personnes venaient sur l'île, notamment il y a 2 pêcheurs qui sont installés ces derniers mois. C'est quelque chose de très encourageant et qui témoigne d'une certaine vitalité de la commune. Par ailleurs, la commune, on l'a vu aussi, a des atouts, notamment sur le plan foncier. Elle a la maîtrise du foncier et ça, dans le contexte des îles, c'est un point fort tout à fait intéressant pour le devenir de l'île. Néanmoins, il y a des problèmes. Il y a des problèmes comme il y a des problèmes sur toutes les îles. Et ici, on y trouve les problèmes classiques, par exemple du médecin, il n'y a pas de médecin, ou aussi l'école peut être fragilisée par le départ d'une famille ou deux, on a des petits effectifs. Et puis, il y a un problème qui est majeur, c'est l'emballement des prix du foncier. Il y a des déséquilibres entre l'été et l'hiver, et il est clair que l'objectif est de maintenir une population en dehors de la saison touristique et de trouver les activités qui le permettent. Et pour terminer, je pense qu'il y a un point qui peut nous permettre de rester très optimiste concernant Edic, c'est l'art de vivre que l'on y a trouvé. On est là dans un environnement tout à fait chaleureux. Il y a également des initiatives qui sont prises dans le domaine culturel. On ne peut pas ne pas évoquer le pêcheur, auteur et compositeur Éric Alanic qui a su mettre en parole et en musique cet art de vivre à Edic. Quand nous avons demandé aux Iliens quel était le lieu le plus représentatif d'Edic, plusieurs nous ont cité la Trinquette, qui est ce café et qui est ouvert à l'année. C'est Véronique, la patronne de ce haut lieu, qui chante Edic dans le groupe des Meulmeuls. Alors on vous laisse avec les Meulmeuls. À bientôt. À environ 12 000 nautiques.